À Genève. Je ne suis pas diplomate, je suis un homme politique français, député. J'ai été maire pendant une vingtaine d'années et j'étais maire d'une ville jumelée avec une ville du Sahara occidental, Jerefiah. Et c'est un jumelage à la fois humanitaire pour accueillir les enfants, politique pour soutenir la cause et le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, et aussi d'accompagnement juridique pour permettre au peuple sahraoui d'avoir les moyens de se défendre. Et pour tenir ce jumelage, il fallait tenir tête à l'administration française déjà depuis plusieurs années, puisque les préfets considéraient que les villes françaises n'avaient pas à financer ou à soutenir ou à accompagner un combat politique international. Nous avons tenu tête et pour l'instant nous gagnons, puisque nous expliquons que dans le cadre de notre jumelage, il est de notre devoir d'apporter secours, assistance, accompagnement des gens avec lesquels nous avons engagé ce partenariat et cette responsabilité. C'est aussi dans le cadre de ce jumelage et de mon travail de maire que j'ai eu à me confronter à une contradiction. C'est-à-dire que, en tant que maire, j'étais chargé de faire appliquer la loi, l'ordre dans ma commune. Et lorsque je suis allé au contact à plusieurs reprises face à des gens qui faisaient des difficultés dans la commune, à deux reprises, j'ai eu un retour intéressant, et notamment de jeunes qui me disaient, mais vous exigez de nous qu'on respecte la loi, alors que ceux qui gouvernent le monde ne la respectent pas. Que faites-vous pour ça? Et je crois que c'est cette question-là qui, depuis près d'une vingtaine d'années, m'accompagne. Que faites-vous pour que la loi internationale, le droit international soit respecté et que ça permette, comme dans la ville, de vivre en paix et de vivre tous ensemble? Et donc, nous menons ce combat. Quand je suis devenu député, on a mis en place un groupe d'études sur le Sahara occidental que nous c'est un combat à chaque fois de le remettre en place parce que des forces, évidemment, en France s'opposent au maintien de ce groupe d'études. Et notamment depuis la dissolution, c'est hier seulement, que nous avons obtenu la création de ce groupe d'études. Peut-être que c'était pour célébrer cette réunion que l'Assemblée nationale a cédé, alors que l'on réclame depuis le mois de juillet quand même. Voilà. Et, euh, et, et je suis là parce que quelque part, j'ai besoin de vous expliquer que, que la décision d'Emmanuel Macron, c'est pas la décision de la France. En fait, moi je suis représentant d'un pays où le président de la République a énormément de pouvoir, et notamment en politique étrangère. Ça s'appelle le domaine réservé du président de la République, la politique étrangère. Et donc, au mois de juillet, lorsque la France a organisé les Jeux Olympiques, le président de la République française avait fait une intervention télévisée où il en appelait le monde entier à la trêve olympique et où il en appelait tous ses concitoyens. Rappelez-vous le contexte, nous n'avions pas de gouvernement à ce moment-là. Nous sommes dans un pays qui commence à s'auto-gouverner. Euh, Au mois de juillet, il appelait tous les citoyens à observer une trêve politique, c'est-à-dire à ne pas profiter des Jeux Olympiques pour porter des messages politiques forts et contradictoires. Elle a été assez respectée, la trêve politique, y compris les salariés, dans leur lutte, ont fait attention que les Jeux Olympiques se passent bien. Le seul qui n'a pas respecté la trêve politique, le seul, c'est le président de la République lui-même, parce qu'il a choisi ce moment-là pour annoncer qu'il reconnaissait la marocanité du Sahara occidental. Alors qu'il n'y avait pas de gouvernement, alors que l'Assemblée nationale ne siégeait pas, alors qu'il était dans un espace politique où lui seul pouvait exprimer les choses, le sujet qu'il a choisi pour rompre cette trêve politique, c'est le sujet du Sahara occidental. Pour des raisons, j'allais dire obscures, en même temps elles sont très claires, pour des raisons de business,
pour des raisons économiques, pour des raisons politiques, puisque il a besoin de donner des gages à l'extrême droite française sur les questions d'immigration et de retour au pays. Et le Maroc faisait le chantage des laissez-passer consulaires qu'il ne voulait pas attribuer, menacer la France de laisser passer les migrants, menacer la France de ne plus freiner le trafic de drogue, la France subissait le chantage du roi du Maroc et normalement, quand on est un pays digne et qu'on subit un tel chantage, on résiste au chantage. On doit tenir tête et on doit dire nous avons des valeurs, nous défendons nos valeurs, nous défendons le droit international, d'abord parce que nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité, et nous ne nous laisserons pas intimider par ceux qui nous menacent sur les questions de migration, sur les questions de drogue et sur les questions économiques. Et c'est tout l'inverse qu'a fait le président de la République par sa déclaration. Alors on est entré dans une phase où il faut démonter ses arguments, parce que lui s'appuie et déclare à chaque fois qu'il s'appuie sur le droit international. C'est-à-dire qu'il est quand même sensible à l'idée qu'il existe un droit international. Et il l'amène à son profit. La France sait ce que c'est que la décolonisation. La France est dans un processus en cours sur les questions de décolonisation. La Nouvelle-Calédonie Kanaki se bagarre les Kanaks se battent pour obtenir leur droit à la décolonisation et le référendum d'autodétermination qu'ils avaient obtenu. Et le troisième référendum, le dernier, qui devait être organisé et qui a été organisé en pleine crise Covid, nous considérons qu'il est illégal, puisqu'il a été organisé alors que les Kanaks étaient en deuil et que l'on ne vote pas. Dans ce territoire, il y a des traditions, il y a des cultures, et donc ils avaient demandé le report. Mais Édouard Philippe, Premier ministre à l'époque, a tenu ce référendum sans que les Kanaks puissent voter. Et donc nous considérons qu'il faut refaire ce référendum, et les Kanaks demandent ça, et pour cause, puisque les deux premiers montraient une progression, et nos amis Kanaks pensent que le troisième référendum leur donnait justement ce droit et cette possibilité de s'autodéterminer. Donc la France est aux prises avec les questions de colonisation. Je ne vous parle pas de Mayotte, mais il y a plusieurs sujets qui intéressent la France dans ce domaine. Il y a un autre sujet, ça fait partie de mes combats, des outils de colonisation. Le franc CFA en Afrique fait partie des outils de colonisation économique, monétaire, qu'utilise encore la France. Elle n'a pas compris, mon pays n'a pas compris, en tout cas mon président de la République n'a pas compris, que les pays d'Afrique étaient en phase de s'émanciper totalement de cette emprise coloniale qui représente la monnaie, qui représente les bases militaires qui étaient restées en Afrique, et c'est salutaire que cela se passe comme ça, que les pays prennent totalement leurs affaires en main. Et je pense que Emmanuel Macron représente cette France qui ne supporte pas cet espace de décolonisation. Il représente cette France nostalgique de l'Empire. Et donc, nous sommes dans notre pays en phase de combat politique fort, pas que sur les questions internes, mais à chaque fois, moi, je rappelle, y compris dans mon parti politique, que les questions internationales font partie, comme l'emploi, comme le pouvoir d'achat, comme les questions de santé, comme les questions d'éducation, font partie des enjeux qui doivent intéresser le peuple français, sur lesquels on doit toujours exprimer nos idées, parce que c'est gage de paix, parce que notre pays, aux prises avec ses difficultés internes, et se rapprochant des États-Unis et se rapprochant aussi de l'Ukraine, on n'est pas à l'abri qu'à un moment donné, ce président de la République franchisse des lignes qui ne devraient pas être franchies en matière d'engagement plus en avant dans les guerres. Parce que ça peut être aussi un outil pour lui de se sortir du marasme qu'il a créé. Donc voilà le contexte dans lequel on est, des combats en cours, et puis aussi le fait que nous devons trouver peut-être les chemins pour que les décisions des cours, les décisions à la fois de la Cour de justice de l'Union européenne pour le Front Polisario, les décisions pour les Palestiniens, soient suivies
d'actes, de contrôle, d'interpellation. Il y a la justice d'un côté et quelque part il faudrait peut-être une police internationale. Alors elle peut pas être physique, mais elle peut s'exprimer à travers la diplomatie, à travers l'interpellation économique, à travers. Il faut trouver ces outils qui obligent les dirigeants du monde à appliquer le droit international. Le droit a été dicté avec justice et maintenant il convient de trouver le chemin pour qu'il soit appliqué et qu'on associe dans cette application obligatoirement les peuples parce que plus on fait de politique, mieux on le sait, et c'est que parfois l'intérêt des peuples est totalement à l'opposé de l'intérêt des dirigeants, ou en tout cas de ceux qu'ils représentent. Et donc il faut que l'on trouve cette adéquation entre les besoins des peuples et la diplomatie et le combat international. Voilà pourquoi je suis là, pour accompagner cette démarche longue, mais en même temps j'allais dire passionnante parce que l'exemple de la question du Sahara occidental est peut-être un symbole qui peut montrer le chemin justement de la paix, de la cohabitation entre différents peuples moi je suis français et donc euh, j'ai dans mon histoire familiale des gens qui ont combattu des soldats allemands et pourtant nous sommes aujourd'hui des peuples amis parce qu'on a trouvé le chemin d'une paix qui respecte aussi les deux parties. Et je pense qu'il faut trouver le chemin de cette paix qui respecte à la fois le peuple sahraoui et les autres peuples d'Afrique voisins. Voilà. Merci de m'avoir accueilli dans cette conférence.